Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, voire même tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. Quand on s'imagine la maternité, la plupart d'entre nous s'imaginent tomber enceinte naturellement, de préférence assez vite, sans difficulté aucune. Et si c'est ce qui se passe pour certaines, ce n'est pas automatique pour tout le monde. L'INSERM définit l'infertilité comme une absence de grossesse malgré les rapports sexuels non protégés pendant une période d'au moins 12 mois. On en parle peu, et pourtant ça concerne 15 à 25% des couples. Un couple sur 4 rencontre des difficultés à concevoir, et la population n'y est pas du tout sensibilisée. Caroline a toujours, depuis toute petite, désiré être mère. Alors quand elle se rend compte qu'elle a des difficultés à concevoir et qu'elle découvre qu'elle souffre d'un syndrome des ovaires polykystiques, aussi appelé SOPK, c'est un vrai choc qui lui rend les mois de stimulation qui suivent très difficiles moralement. Heureusement, elle n'aura pas à passer aux étapes suivantes de la PMA et tombe enceinte quelques mois plus tard. Dans cet épisode, Caroline nous raconte son parcours de conception et ses peurs de ne jamais devenir mère, puis sa grossesse de rêve malgré un petit diabète gestationnel, son accouchement sans péridurale et ses débuts pleins de paillettes avec sa petite fille qui l'émerveille un peu plus chaque jour. Salut Caroline! Salut Manon, ça va? Merci. Ça va, merci, et toi? Ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir sur ton podcast, c'est un honneur. Grand plaisir. Alors dis-moi, qui es-tu et d'où viens-tu? Je m'appelle Caroline, j'ai 29 ans et j'habite dans le sud de la France, à Montpellier. Et voilà, je suis médecin généraliste et j'ai une petite fille de 2 ans et demi qui s'appelle Élise. Oui, c'est vrai que nos filles ne sont pas sont nées il n'y a pas longtemps, l'une après l'autre. C'est ça. Comment est-ce que tu as rencontré ton homme? Alors, donc mon homme est italien et donc je l'ai rencontré en Italie parce que je suis d'origine italienne du côté de ma maman, donc j'allais tous les étés en Italie et un jour sur une plage, du coup, il était là. On avait quelques connaissances en commun. Et du coup, il a eu le coup de foudre. Donc, donc on s'est rencontrés en 2008. Et puis, on s'est vu que quelques jours, finalement, juste au milieu du groupe d'amis. Et ensuite, moi, j'ai dû repartir en France. Et il avait réussi à choper mon adresse MSN à l'époque par le biais d'un autre ami à lui. Et donc, on s'est parlé pendant 1 an, en fait, sur Internet, par MSN, avec des Skype et puis des longues discussions. Et moi, je me rappelle, j'étais avec mon traducteur parce que je parlais pas encore très bien du tout italien. Donc, j'étais avec mon traducteur à côté de moi pour traduire du français à l'italien et de l'italien à français ce qu'il me disait. Et puis du coup, on s'est revus l'été suivant et puis c'était le 16 juillet 2009, c'était le premier baiser et ensuite on a enchaîné jusqu'à maintenant du coup. Sacrée histoire parce que 2009-2022, j'ai pas assez dormi là, mais tout de suite, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans, ouais. Ouais. Ça fait 13 ans, là on se marie cette année et on a du coup une petite fille de 2 ans et demi. Mais ça a pas été du coup un début d'histoire hyper simple parce que on est resté 6 ans à distance. Ah oui, quand même. Et on se voyait peu. Moi en plus j'avais même pas 18 ans donc j'avais pas forcément, mes parents m'autorisaient pas à aller le voir en Italie. J'avais pas d'appartement, enfin bref, donc on se voyait 2 fois par an au début, puis de plus en plus quand on pouvait pour les vacances scolaires. Et petit à petit, j'allais passer du temps là-bas. Il venait dès qu'on pouvait en fait, mais
Finalement, pas si souvent que ça au début, et donc ça a été une vraie longue histoire à distance. Et sur la fin, c'était un petit peu compliqué. Ça commençait vraiment à être difficile, Mm. éprouvant, parce qu'on passait de 24 heures sur 24 ensemble à plus rien d'un coup. Juste des discussions, et puis il y avait c'est pas pareil de parler sur internet et de se Ouais. parler en vrai, Il et était puis temps que vous vous retrouviez c'est pour de bon, ça, quoi. c'est Mm. ça. Et puis il y a eu un premier moment où normalement il devait venir s'installer en France, et puis pour diverses raisons X et Y, retard dans son cursus universitaire. Du coup, ça a été repoussé, donc ça a été un peu le coup Mm. dur aussi. Ouais. Mm. Et puis finalement, on y est arrivé, et Heureusement. oui. Mais personne n'y croyait. Ah Franchement, ouais? je pense qu'on était les seuls à croire à cette histoire-là. Tous les gens qui nous voyaient, ils se disaient que c'était une amourette d'été, que ça allait pas durer. Que nos mondes étaient trop différents, parce que c'est vrai que lui vient du fin fond du sud de l'Italie, et c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout la même mentalité. Mm. Et puis il y avait la distance, quoi. C'était hyper long. On a deux cursus d'études compliqués qui demandent lui il est ingénieur, donc c'est qui demande beaucoup d'investissement, de temps, Oui. Mm. etc. Voilà. Puis pour les gens, c'était pas possible de tenir aussi longtemps à distance. Et finalement, Et si. finalement, si. Est-ce que toi, t'as toujours voulu avoir des enfants? Ouais, ouais, franchement, aussi loin que je m'en souvienne, vraiment depuis toute petite. C'est étrange même. J'ai toujours eu un attrait pour les enfants. Je voulais devenir pédiatre d'ailleurs à la base. Et, euh, et puis, c'était vraiment le désir d'enfant. Il a toujours été viscéral pour moi. Mm. C'était vraiment, euh, si j'ai pas d'enfant, je serais pas heureuse. C'était, Ouais, ah oui, c'était très fort. ouais, Et c'était très c'était une fort. évidence même. Et lui, c'était un sujet pour lui ou pas du tout? Et alors lui, au début, c'était ouh là là, on n'y est pas du tout, quoi. Il était à C'est loin. 1000 lieues de cette discussion-là. C'était pas du tout prioritaire pour lui. C'était un non-sujet en fait. C'était Mm. même pas qu'il disait non, Il y pensait oui, pas. peut-être. Non, Ouais. voilà, Mm. il y pensait pas. C'était pas d'actualité. Mais bon, moi, je lui en ai parlé du coup quand même. Enfin, je pense que c'est arrivé assez rapidement dans les discussions, même si je savais que moi, je voulais d'abord d'abord être autonome financièrement. Mm. Donc, ça reportait au moins à la 7e année de médecine. Donc, on n'y était pas du tout. Ah Mais oui, et ouais, parce que sinon, en tant qu'externe, on a un salaire de 200 euros, donc autant dire qu'on peut pas trop, voilà. Bon, effectivement. le désir d'enfant était viscéral, mais il était automatiquement repoussé par mes études Mm. à d'un certain délai, quoi. Mais je lui en ai parlé très vite, et petit à petit, enfin, ça s'est intégré dans sa tête jusqu'à devenir un peu naturel au final, l'envie de fonder une famille. Ok. Et du coup, donc toi tu fais médecine. Vous attendez vraiment l'internat ou la fin de tes études pour lancer L'internat, les LSA? ouais. Les essais, les essais plutôt. On attend la fin de l'internat, ouais. Donc, en fait, lui, il est venu s'installer en 2016, janvier 2016. C'était l'année juste avant l'année de mon internat. Donc après, ça a été une année costaud, du coup. Et, euh, et du coup, 2017, juste après, à la rentrée, juste après les ECN, juste après l'internat, on lance les essais. Parce que comment ça se passe ce cursus de médecine là à ce moment-là? T'as fait tes... Alors, je connais un tout petit peu, du coup je vais essayer de dire pas trop de bêtises. T'as fait 6 ans d'études, c'est un an d'internat? Non, j'ai redoublé ma première année. Donc au final, j'ai fait 7 ans d'externat, entre la première et la 6e année. Après, on passe le concours, du coup, le deuxième concours des ECN pour choisir notre spécialité. Et après, moi, j'ai choisi médecine générale, du coup, c'est 3 ans. Ok, donc l'internat dépend de ta Ouais, spécialité.
Mais Ok, bon, au moment de donc, l'internat, on a pratiquement plus de cours. On est dans la pratique et puis on a un vrai salaire quand même, hein, qui nous ouais. permet d'être Hmm. autonome en tout cas. Donc, t'attends la fin de l'internat? Non, j'attends le début de Le l'internat. début de Ouais. l'internat, ok. Juste après le deuxième concours, donc une fois que j'ai choisi ma spécialité, je sais qu'on s'installe à Montpellier, on choisit un appart avec un T3 pour avoir une chambre en plus. Et, euh, et puis du coup, bah, on sait qu'on est autonome, donc on se fait un petit voyage au Japon pour fêter tout ça et on lance les essais à ce moment-là. Et est-ce que ça fonctionne vite? Ça fonctionne pas du tout vite et ça remet, c'est le drame pour moi parce que du coup, ça remet en fait, j'ai l'impression d'avoir passé toutes ces années à faire mes études pour arriver là, à la libération, à pouvoir enfin décider de ma vie, parce que à côté de moi, je vois tous mes amis du lycée qui qui commencent justement à fonder une famille, qui achètent, qui se marient. Et puis moi, du coup, je dois avoir à ce moment-là 25 ans à peu près, et j'en suis toujours au point mort, encore étudiante. Hmm. Je viens juste d'obtenir un salaire et quand je veux enfin avancer, que j'ai enfin la possibilité d'avancer, je peux pas. Ça avance pas, ça marche Ouais. pas. Et puis c'est le drame surtout parce que du coup je me dis, enfin ça tourne dans ma tête tout le temps. Est-ce que je vais vraiment être maman un jour? Est-ce que je vais vraiment pouvoir être maman un jour? Et euh, et l'hypothèse que ce soit non, c'est terrible pour moi. Enfin, vraiment, alors au début, on se dit, je sais les statistiques, je sais qu'avant un an, normalement, c'est un délai qui reste normal, que c'est juste le temps, qu'il faut continuer à essayer. Mais ce qui m'angoisse plus, c'est que mes cycles sont complètement irréguliers. Ils étaient déjà assez longs de base, mais là, ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Ah oui, au moment où vous Et lancez les essais, ça s'aggrave entre guillemets, enfin ça se bah, modifie. je me rappelle plus vraiment. Je crois que j'avais des cycles à peu près de 36 jours, 37 jours. C'était pas anormal que des fois ça dure même un peu plus longtemps. Hmm. Mais j'avais quand même mes règles à peu près tous les mois. Et, et là, bah, je fais plein de tests. J'achète plein de tests et à chaque fin de mois, les règles arrivent pas. Du coup, je pense être enceinte, c'est un perpétuel, Ascenseur émotionnel. ouais, c'est les Hmm. montagnes russes tout le temps parce que du coup, je bascule tout le temps entre ah ben peut-être que je suis enceinte, c'est trop bien, je suis trop heureuse. Et puis je fais le test et en fait je suis pas enceinte et du coup je me dis bah ça veut dire que en fait non seulement je suis pas enceinte mais le problème est plus grave que ce que je pensais puisque j'ai même pas mes règles. Donc je Ouais. il y a Hmm. aussi la frustration de se dire je peux même pas essayer en fait parce que si j'ai mes règles tous les 3 mois, bah je peux essayer une fois tous les 3 mois et je Ouais. peux pas calculer. Enfin voilà, je suis complètement paumée à ce moment-là. Et au bout de combien de temps tu consultes? Euh, Ben, je consulte plus tôt que ce que j'aurais pensé. J'aurais pensé attendre un an avant de consulter, mais à un moment, j'ai justement 2 mois et demi sans règles ou je sais plus exactement. Donc je me dis non, quand même, je vais consulter. Et dans ma tête, c'est plutôt je vais consulter pour qu'on me rassure. Et Ouais. Hmm. on va me dire, écoutez, madame, vous êtes jeune, tout va bien, vous avez pas de soucis, repartez chez vous et attendez quoi. Parce que je sais en médecine, 12 mois, c'est pas anormal. Et pas du tout. Je consulte un médecin, alors qui, au final, m'a pris au sérieux, donc je suis contente finalement que ça se soit fait comme ça, mais sur le coup, je ressors un peu sous le choc parce que bah, du coup, je ressors avec toute une panoplie d'examens à faire de mon côté, le spermogramme aussi du côté de mon copain. Et il me dit non, c'est pas normal en fait. 2 mois et demi sans règles, 3 mois sans règles, c'est jamais normal. Donc Ouais, il ça fait faut long. consulter. Et même avant même de faire les examens complémentaires, il me dit déjà le traitement que j'aurais sûrement à prendre. Ah oui. Euh, du coup, parce qu'il suspecte un SOPK, un syndrome des ovaires polykystiques, vu l'irrégularité des règles, et donc les ovulations anarchiques, etc.
Il me Ok. dit peut-être que je me trompe, on le verra avec les examens, mais je pense que c'est ça, c'est la cause la plus fréquente. Et du coup, si c'est ça, bah, vous aurez ce traitement à prendre et il me le prescrit déjà. Ah oui, il est plutôt sûr de lui alors. Ouais. Et du coup, les résultats lui donnent raison? Eh ben oui, puisque du coup, tous les examens sont normaux en dehors, effectivement, d'ovaires un peu polykystiques. C'est pas non plus le gros tableau sévère sur les examens, mais il y a quand même des petits signes qui amènent au SOPK, et donc c'est ce qui est diagnostiqué, et donc on commence effectivement. Alors, non, on commence pas tout de suite, du coup, je commence pas tout de suite les médicaments parce que ça doit faire doucement rigoler ceux qui ont des parcours PMA beaucoup plus difficiles que le mien, mais c'est déjà un petit peu abandonner l'idée d'une grossesse complètement spontanée et Mmh. naturelle, comme j'avais dans mes rêves, enfin comme Ouais. ce que je m'imaginais depuis toujours. Je voulais que ce soit, je voulais que ça se fasse spontanément et sans devoir calculer le moment des rapports, sans devoir faire des examens complémentaires tout le temps, parce que même si c'est juste des comprimés à prendre par la bouche, bah, ça nécessitait de faire des échographies tous les 3 jours pendant toute une Ah oui. période du cycle, des prises de sang, etc. pour monitorer l'ovulation, qu'il n'y ait pas trop d'ovules expulsés en même temps non plus, enfin, pour Ah oui, donc pas... ouais, même si, c'est le début, d'un parcours, ça reste quand même, assez lourd. Enfin, Ben oui, en tout cas, on sort c'est contraignant, quoi. voilà, on sort de la grossesse spontanée, Ouais, et c'était pas ce que je voulais, c'était pas ce que je ouais. m'imaginais. Mmh. Mais du coup, ben j'attends quelques mois de plus, et à un moment donné, mes règles carrément reviennent pas du tout, donc je le Ah oui. reconsulte et je repars cette fois pour démarrer le traitement. Donc il me déclenche d'abord mes règles avec le Dufaston, et je tolère très très mal le traitement. C'était à l'été 2018 du coup. Et au niveau du moral, ça m'impacte énormément. J'ai des boutons partout, j'ai des douleurs au sein, des douleurs au ventre, et du coup je me dis pareil, ça m'amène à croire à chaque fois que peut-être je suis enceinte en fait, donc je refais Mmh. des tests. Tous les tests sont négatifs à chaque fois. Les règles reviennent pas, même avec le Dufaston au début. Finalement, ça arrive. Bref, c'est toujours dans le même ascenseur émotionnel et les montagnes russes, et, et cette idée parce que là, du coup, on doit en être à peu près à 9 mois d'essai, et l'idée qui s'infiltre de plus en plus dans ma tête qu'en fait, peut-être que je serai pas maman, jamais maman. Ah oui, dès ce moment-là? Ouais, en voyant que mon corps fait n'importe quoi. Il y a Mmh. ça aussi, il y a la perte de confiance complète en mon corps. J'étais déjà pas forcément très en paix avec mon corps de base, mais là ça devient encore pire quoi à ce moment-là. Ouais. Donc ce traitement, concrètement, enfin, basiquement, il consiste en quoi? C'est déclencher les règles et déclencher l'ovulation? Déclencher les règles, ça c'était parce que j'avais même pas mes règles, donc c'était juste pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle. Mmh. C'est des règles artificielles au final avec de la progestérone, mais le vrai traitement de la stimulation c'est le Clomid, et du coup c'est un traitement qu'on prend pendant 5 jours au début du cycle. Et ensuite, du coup, quelques jours plus tard, on commence à faire des échos, des prises de sang pour voir si l'ovulation est en train d'arriver. Et quand il y a le signe que l'ovulation est sur le point d'arriver, du coup, il nous donne le feu vert pour avoir des rapports programmés, du coup, tous les 2 jours pendant une certaine période. Et puis après, du coup, on attend de voir, on fait un test de grossesse Mmh. un peu plus tard pour voir si la grossesse a eu lieu ou non. OK, et ça marche? Ben, le premier cycle ne marche pas. Je crois, alors c'est un peu flou dans ma tête parce que ça commence à remonter, mais je crois même que le premier cycle, j'ai même pas d'ovulation avec ces dosages-là. Donc, on est obligé de refaire un cycle directement sans même que j'ai eu mes règles. Et puis, je crois que je fais 4 cycles. C'est toujours un échec, donc ça, il y a le temps qui passe, mon moral qui chute à mesure Ouais. des échecs. Mmh. Euh, je me souviens que je suis complètement
ça devient vraiment obsessionnel à ce moment-là. J'ai un fort sentiment de jalousie aussi. J'envie toutes les femmes enceintes que je croise. Toutes les annonces de grossesse dans mon entourage, ça me plombe complètement le moral. Je remets, c'est très égocentré comme comportement, mais vraiment l'idée de la grossesse, le projet de grossesse est vraiment au centre. Ça prend toute la place et c'est Ça se très comprend. difficile d'en faire abstraction parce que il y a tout qui m'y ramène aussi puisque il faut programmer le rapport, prendre le Oui. traitement à tel moment, faire les prises de sang à tel moment et je peux rien contrôler et donc c'est une période vraiment très compliquée, tout ça. T'es entourée à ce moment-là? T'es Non, parce soutenue? que j'en parle à personne, Ah oui? à part mon homme, du coup, qui lui me soutient évidemment beaucoup. Mais pour lui, c'est pas, il comprend pas non plus que ça me pèse autant. Pour lui, c'est Oui. pas douloureux. Mmh. Pour lui, ça viendra quand ça viendra, et il va même jusqu'à dire que si on n'a pas d'enfant, on n'a pas d'enfant, et c'est pas pour autant que qu'il restera pas avec moi. Donc c'est voilà, l'envie elle est viscérale de mon côté, mais pas forcément encore du sien, même s'il serait très content qu'il y ait une grossesse. Mais donc oui, lui il m'entoure, mais j'ai aucun autre soutien. À un moment, je craque quand même et j'en parle à ma maman. Euh, et c'est un peu difficile pour moi d'en parler à ma maman parce que c'était la maman parfaite, qu'elle a eu 4 enfants sans aucune difficulté, et que c'est mon modèle, et que j'aurais aimé reproduire ce modèle-là. Et là, on me donne même pas la possibilité d'essayer, quoi. Ouais. On ne me donne même pas accès à la maternité. Et du coup, forcément, avec le moral très très bas, et enfin toutes les émotions compliquées, moi je me mets à penser peut-être que si j'arrive pas à avoir un enfant, c'est parce que je suis pas capable d'être maman, je mérite pas d'être maman. Enfin voilà, maintenant Ouais, ça j'ai va pris pas du tout, quoi. voilà, Mmh. maintenant j'ai pris du recul sur tout ça, mais sur le coup, vraiment ça s'emballe. Et d'ailleurs c'est ce que je lui dis je lui raconte tout ça à ma maman en larmes entre deux sanglots, et elle me dit mais non, pas du tout, tu vas y arriver. Enfin voilà, elle me réconforte et ça me fait du bien de lui en parler. Mais finalement, dans ma famille, c'est resté assez tabou finalement, alors que j'aurais pas voulu que ce soit tabou. Euh, Parce que je trouve c'est plus fréquent, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense, les Ouais. difficultés pour concevoir, peut-être du fait des perturbateurs endocriniens, de tout ce qu'on ingère, etc. Et donc je pense que ça mérite d'être dit, mais en tout cas dans la période des essais, c'est compliqué pour moi d'en parler parce Ouais. que Mmh. il y a, parce que j'ai presque de la honte Ah oui? à ne pas réussir à avoir un enfant, ouais. J'ai l'impression de tout échouer, quoi. Et d'avoir Ouais. perdu mon temps en plus, je me dis, ça se ramène beaucoup aux études de médecine. D'ailleurs, les questionnements par rapport aux études de médecine, ils continuent même encore aujourd'hui par rapport au choix que j'ai fait de ces études-là, et la maternité, la famille, etc. Mais me dit, si j'avais pas fait médecine, j'aurais pu, comme je l'aurais souhaité, faire des enfants plus tôt. Et donc peut-être que ça aurait marché, et peut-être que maintenant c'est trop tard. Enfin voilà. Ouais, il y a une grosse remise en question, quoi. Ouais, Ouais. beaucoup de remises en question, beaucoup de choses qui tombent dans ma tête. Et ça va pas du tout Mmh. à ce moment-là. Et est-ce que ça finit par marcher avec ce traitement-là, ou est-ce qu'il faut passer à autre chose? Et ben il y a un moment où je consulte. Du coup, je crois que c'est le 4e échec de stimulation. Et le médecin me dit, écoutez, c'est comme vous voulez. Soit on tente un dernier essai, parce que je crois qu'il y a 5 essais. Il conseille 5 essais, si je me trompe pas, 5 ou 6. Donc je suis au 5e ou au 4e. Soit on passe aux inséminations. Euh, je m'étais effondrée juste avant dans son bureau, je me rappelle. Non, c'était la fois d'après. Mais bref, je repars sur une dernière tentative avec le Clomid. Je tente cette dernière chance, comme c'est quand même moins contraignant que les inséminations. Euh, je reviens pour les monitorages d'ovulation avec les échographies. À un moment, voilà, je m'effondre devant lui.
je suis pas avec un gynéco très empathique, qui a pas des grandes capacités de soutien psychologique. Bon, lui, il envoie tous les jours par brassée, malheureusement, donc pour lui, c'est assez banal. Mais bon, et en fait, à ce moment-là, a posteriori, je me rends compte que j'étais déjà, enfin, c'était la bonne tentative, quoi. J'étais en train d'ovuler pour cette grossesse-là, donc ça explique aussi peut-être toutes les émotions du fait de la forte ovulation que j'ai eue à ce moment-là et que Ah oui? j'étais pas habituée. Bah, disons Ça va qu'avant, j'ovulais peu, mal ou pas. D'accord. Donc là, je pense que j'étais quand même pas habituée à ressentir ce genre de choses-là. Ça t'a fait un shoot d'hormones, un Voilà. shoot d'émotions. Oui, ça a dû faire un sacré maelstrom avec. C'est ça qui Ouais. était compliqué aussi, c'est la gestion des hormones, des émotions, de l'échec, enfin, c'était voilà, ça a été très éprouvant toute cette période, même si au final je suis pas rentrée dans le vrai parcours de PMA avec les piqûres. Voilà, j'admire toutes les femmes qui sont dans ces parcours-là, même si on n'a pas le choix au final et que c'est guidé par le désir d'enfant, et j'y serais passée aussi et enfin voilà, je l'aurais fait volontiers si j'avais pas eu d'autre choix, mais c'est vraiment très très éprouvant et ça l'est encore plus quand on doit avoir des injections et voilà, tout ça. Ouais. Enfin, Ouais. ça reste éprouvant même pour toi, même si Ouais. t'as pas été jusqu'aux injections, tout ça. C'est aussi important de le dire et de pas le minimiser. Oui, bah en fait, ce que j'ai trouvé le plus difficile dans tout ça, c'était vraiment l'incertitude. Et dès qu'on débute, quand la grossesse n'est pas spontanée et qu'il faut médicaliser, cette incertitude, elle reste et elle est toujours au-dessus de nos têtes. On est toujours là à se dire jusqu'où ça va aller. Et est-ce que je vais finir par y arriver? Jusqu'à quelle étape je vais aller? Et du coup, le plus dur, c'était pas de passer par tous les examens médicaux, tous les rendez-vous. Ça aurait pas non plus été les piqûres, les effets secondaires, etc. C'était vraiment, est-ce que je vais être maman un jour? Je fais tout volontiers si on me dit qu'au bout, il y a un petit bébé qui va arriver, mais personne peut le promettre. voilà, personne peut le promettre. Ouais, ça doit être très difficile, effectivement. Ouais. Comment tu découvres cette grossesse? Bah du coup, il fallait que je fasse une prise de sang. Donc paradoxalement, je connais pas les tests urinaires de grossesse positifs. Moi, j'en ai eu que des négatifs. J'ai pas fait de test T'as pas urinaire craqué avant? Non, parce que je voulais avoir un diagnostic sûr, écrit noir sur blanc. Donc je vais au laboratoire, je fais la prise de sang que je devais faire au moment où je devais la faire. J'ai de l'espoir quand même parce que bah les règles sont pas là, j'ai des douleurs dans les seins, mais je veux pas y croire tant que je l'ai pas fait. Et donc je suis toute seule quand je reçois les résultats, un peu volontairement. Je dis même pas à mon copain que j'ai fait la prise de sang. Et je suis toute fébrile quand j'ouvre les résultats du laboratoire. Et du coup, le résultat est positif. Pas très élevé, mais donc, mon gynéco, il me le dira pas texto, mais il me refera faire quand même des contrôles de prise de sang au début pour voir si ça augmente bien. Il se prononcera pas trop tout de suite, mais quand même positif. Et puis je me mets à pleurer, à rigoler en même temps. C'est un magnifique cocktail d'émotions pour le coup. C'est vraiment le bonheur, et à partir de là, bah, il y aura des angoisses au début, justement l'angoisse que la grossesse tienne pas. Mais globalement, je vais avoir une grossesse de rêve. Je suis dans ma bulle, sur mon nuage, tout va bien, et ouais, c'est vraiment le bonheur. Avant de parler de la grossesse, comment tu l'annonces à ton copain et comment lui réagit? Alors ce jour-là, j'avais un rendez-vous chez le psy qui était prévu, que je vais faire juste après du coup avoir reçu mes résultats. Donc au final, un rendez-vous qui sert à rien. Je lui ai juste annoncé que j'étais enceinte et que tout allait très bien, et je l'ai remercié. Et du coup, j'en profite en allant en ville pour passer dans une librairie pour enfants.
Et je voulais un livre sur le thème des papas à lui offrir, un livre pour enfants. Et donc on est le 19 février, donc c'est pas du tout son anniversaire, il y a pas d'occasion, on a passé la Saint-Valentin, enfin aucune occasion pour lui offrir un cadeau. Et je lui offre quand il revient du travail le soir et il bug complètement. Il ouvre. Pourquoi un livre pour enfants? Pourquoi un livre déjà? Il aime pas spécialement lire. En plus, un livre pour enfants. Il feuillette et puis il tombe sur un petit message que j'ai écrit au début du livre qu'il avait zappé en feuilletant. Et du coup, il comprend et puis voilà, on se fait un gros câlin. Il est très ému, il a les larmes aux yeux. Moi aussi. C'est voilà, c'est le bonheur pour tous les deux, quoi. Trop chouette. Et donc, tu disais grossesse de rêve. Ouais. Franchement, encore une fois, la seule ombre qu'il va y avoir dans toute la grossesse, c'est en plein milieu de l'été, parce que je vais avoir un peu plusieurs événements qui vont s'accumuler en même temps. Je travaille dans un service de soins palliatifs. À un moment, le médecin avec qui je suis est en arrêt maladie et en fait, c'est la seule médecin senior du service. Du coup, je suis un peu la seule à gérer le service. Théoriquement, je suis seniorisée, mais en pratique, les seniors, il faut juste que je les appelle pour signer les certificats de décès et sinon, je les vois pas. Je gère un peu tout toute seule. Donc, en tant qu'interne. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Et en plus, dans un service de soins palliatifs où émotionnellement, c'est compliqué. Donc, il y a à la fois au niveau des connaissances, enfin des compétences et de la responsabilité, et à la fois au niveau émotionnel. Et donc, il y a plusieurs décès qui sont compliqués. En plus, en parallèle, j'ai ma grand-mère de cœur qui décède d'une tumeur cérébrale et il y a une patiente dans le service qui a les mêmes symptômes, donc je fais beaucoup de projections. Et puis, je dois gérer 2 décès en particulier très très compliqués. Un où la personne décède devant moi, une jeune dame avec son mari en plus juste à côté de moi. Enfin bref, c'est euh, c'est assez sordide et je sors de là en pleurant et donc enceinte un peu jusqu'au cou. Et mon copain me dit non mais là en fait c'est plus possible. Demain je t'amène chez le médecin. Tu n'y retournes pas, je t'amène chez le médecin. Euh, et donc ça, plus en même temps, diagnostic de diabète gestationnel. Alors au final, un tout petit diabète gestationnel, très léger, qui nécessitera pas du tout de traitement, mais il faut que je me pique tous les jours pour contrôler les glycémies. Il faut que je contrôle mon régime et j'ai pas du tout envie de faire attention à ce que je mange. Euh, donc c'est rien de grave, mais ça me contrarie beaucoup et tout mis ensemble, en fait, je craque un petit peu à ce moment-là. Mais Ouais. sinon, tout le reste de la grossesse, c'était une grossesse parfaite, quoi. J'ai eu quelques nausées au début, j'ai même pas vomi, de la fatigue, mais comme tous les débuts de grossesse, ni plus ni moins. Enfin, et Le j'ai boulot du adoré. deuxième trimestre. Comment Le ouais, boulot le du mieux du deuxième deuxième trimestre. trimestre, j'ai adoré voir mon ventre grossir. Ça m'a vraiment réconciliée avec mon corps. J'ai pas du tout eu cette difficulté à accepter le corps qui se transforme parce que c'était des formes qui étaient faites pour nourrir un bébé. Hmm. C'était des formes qui étaient utiles. J'ai adoré ressentir le bébé qui bougeait dans mon ventre. Enfin, j'ai Ah, c'était ta savouré chaque moment. consécration, quoi. Ouais, vraiment. C'est ça, ouais. C'est ce que j'avais rêvé toute ma vie. Enfin, ça se réalisait. Ouais, c'était génial. Vraiment, j'ai adoré la Ouais. grossesse. Et alors, l'accouchement, parce qu'à la fin de la grossesse, il y a l'accouchement. Je n'apprends rien à personne. Qu'est-ce que tu avais prévu? Alors, j'ai pas fait une préparation à l'accouchement classique. J'ai fait de l'aptonomie avec mon copain. Du coup, le but c'était aussi de l'impliquer dans la grossesse, de l'aider à rendre la grossesse un peu plus concrète, d'avoir des moments pour tous les trois, de créer du lien, quoi. Et donc, le but c'était aussi d'aller vers un accouchement physiologique, sans péridurale.
Et alors, l'autonomie, c'est chouette. Après, j'étais avec une sage-femme qui était peut-être un petit peu trop perchée par rapport à moi. Ouais. Mais on prenait ce qu'on avait à prendre. C'est quoi l'autonomie? Ça se passe comment? Enfin, Ouais. je vais dire, je te demande ça, mais je sais que l'autonomie est très praticien dépendant, donc je vais Ouais. plutôt changer ma question. Comment ça s'est passé pour toi? Alors il y avait la moitié des séances qui étaient un peu des prépas classiques où elle nous expliquait différentes choses sur l'accouchement, et l'autre partie on faisait des exercices à trois avec différentes positions où le but c'était d'essayer de communiquer avec le bébé. Et donc vraiment pas juste la maman avec le bébé, mais c'était un trio avec le papa, la maman et le bébé. Euh, et puis il y a aussi un peu quelques positions, quelques exercices où c'est aussi pour soulager les douleurs. Par exemple, il y en a un qu'on faisait tout le temps où il m'aidait à me lever parce que ça devient compliqué Oui, à la fin, après ouais. quelques mois à se lever. Et du coup, il y a un exercice qui m'aide à me lever sans que je fasse d'efforts. Donc il y avait plein de choses comme ça. Et puis il y avait aussi des exercices pour gérer la douleur et aller vers un accouchement sans péridurale. Mais C'était ouais, ton projet? l'autonomie de base, c'était communiquer à trois, créer du lien à trois avec Hmm. le bébé. Ça m'a permis aussi, ça nous a permis de sentir les tout premiers mouvements du bébé extrêmement tôt. Alors, c'est pas les vrais coups, bien sûr, c'était des toutes petites vibrations. Moi, je l'ai ressenti plutôt comme des vibrations, mais on l'a senti très tôt, je crois, à 8 semaines d'aménorrhée, il me semble. 8 mois. 8 mois, non. C'est tard. 8 mois, c'est un peu tard. Mais oui, Et, effectivement, ouais, 8 semaines d'aménorrhée, c'est très très ouais. tôt. Et c'était hyper rassurant aussi, parce que du coup, même si c'était pas les vrais coups que j'ai ressentis au même moment que tout le monde, c'était quand même un moyen de savoir que c'était réel, qu'il y Hmm. avait vraiment un bébé dans mon ventre, qu'il était toujours là, qu'il allait bien, qu'elle allait bien. Et donc, ça nous a quand même été bien utile cette préparation et ça a énormément servi du coup à mon copain pour l'accouchement. Et il a été vraiment hyper actif, présent, impliqué dans la gestion de la douleur. Et en fait, sans lui, j'y serais pas arrivée. Pour moi, c'est Donc, clair et net, quoi. ouais, ton projet, c'était l'accouchement sans péri. Ouais. 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 Donc Et pareil, mon alors? gynéco était pas du tout dans ce truc-là. Ah oui? Pour lui, c'était complètement lunaire. Il comprend pas en fait pourquoi des femmes veulent accoucher sans péridurale dans la douleur. Et pour moi, je sais même pas l'expliquer pourquoi c'était important pour moi. Je crois que c'était le fait d'éprouver mon corps, d'éprouver l'accouchement, Hmm. euh, De, re- d'accompagner mon bébé dans ce qu'elle vivait. Dans... de reprendre confiance en ton corps après cette épreuve Ouais. aussi Ouais, je pense qu'il y avait vraiment de ça aussi. Hmm. Ouais, c'est vrai. Me réapproprier mon corps, le rendre, voir le voir comme un corps puissant euh, puissant et qui marche quoi, qui Ouais. fonctionne. C'était ton Euh, challenge à toi pour te... C'était un peu, c'est vrai que je pense qu'il y avait un côté réparation de la grossesse non spontanée, du Hmm. parcours de désir de grossesse, etc. De l'attente, suite à l'attente et du corps qui fonctionne pas avant la grossesse. Je pense qu'effectivement il y avait de ça. Mais bon, je pense que c'est pas très rationnel non plus parce que au final un corps qui accouche même sans péridurale, il marche quand même très bien et Ou même avec, tu veux dire. Mais oui, oui, même oui. avec la péridurale, pardon. Mais oui, on est bien d'accord, mais enfin, de toute façon, Mais pour moi, c'est vrai que chacun son... c'était super important. Et Ouais. même si toute la grossesse, je me suis dit ce sera comme ce sera. Euh, voilà, ce sera comme ce sera et si j'ai besoin de la péridurale, bah j'aurai besoin de la péridurale, c'est pas grave. Je me le suis répété toute la grossesse parce que je sais que tous les accouchements sont différents, qu'on peut pas prévoir et que ça aurait pu se passer vraiment différemment. Mais en tout cas, oui, c'était important pour moi. Et donc j'avais fait une lettre de motivation pour la salle nature. Ah Dans oui? ma clinique, il fallait faire une lettre de motivation. Waouh! C'est très bizarre. C'est... C'est C'est très quoi bizarre ça? et c'est d'autant plus bizarre
parce qu'en fait, du coup, nous, on a aussi le côté italien, les échos du côté italien de comment ça se passe. On a des amis qui ont accouché, etc. Et en fait, en Italie, c'est tout le temps sans péridurale. C'est extrêmement rare qu'il y ait la péridurale, c'est que Ah en ouais? cas de problème, en fait. Et donc, c'est très bizarre qu'en France, ils demandent une lettre de motivation parce que ça devrait être presque la base, en fait. Ça devrait être le contraire. Celles qui veulent une péridurale la demandent. Et enfin, voilà. Mais bon, Ouais, ou après, chacun, enfin, ou juste chacun ils fait comme il acceptent veut, les mais en tout projets de cas, tout le monde, en fait. en tout cas, Ouais. c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre Oui, c'est très étrange. C'est la première fois que j'entends ça. Bon, j'ai pas écouté de demander tout une le lettre long. de motivation pour accoucher juste sans rien, quoi. Enfin, sans Ouais. médicalisation. Mais bon, j'ai fait ma lettre de motivation. J'ai été acceptée. Mais oui, donc c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, ça veut dire que potentiellement ils peuvent te refuser. Oui, alors ils refusent quand on a des problèmes de santé particuliers, des problèmes cardiaques, des problèmes, des diabètes non équilibrés. Enfin, il y a plein de soucis qui peuvent contre-indiquer un accouchement sans péridurale. Ouais, mais ça c'est dans le dossier médical. Du coup, la Bah, il lettre y de a une partie motivation. médicale et puis il y a je sais pas pourquoi. C'est toujours un truc que je comprends pas vraiment. Hein, la lettre de motivation que j'ai dû faire, moi je l'ai fait bêtement, j'ai appliqué bêtement ce qu'on m'a demandé, Ah, en même temps, on mais te le c'est demande. mais c'est vrai que c'était bon. Ouais. Bon, c'était un peu surprenant. Mais c'est parce qu'en fait, il manque des places. Il y a une seule salle nature dans la clinique où j'ai accouché. Donc tout le monde peut pas y aller. Et même des fois, moi, il m'avait donné un accord de principe, mais c'était pas sûr que je l'ai si la salle était prise à ce moment-là. Oui, oui. Après, mon gynéco était dans l'optique, en fait, vous avez pas besoin de la salle nature pour accoucher sans péridurale, ce qui est vrai. Mais moi, j'avais envie de mettre un peu tous les éléments favorisants de mon côté pour parce que pour mettre toutes les chances entre guillemets de mon côté de d'aboutir sur mon projet Ouais. d'accouchement sans péridurale quoi. L'idée c'était que ce soit ton gynéco qui t'accouche. Et c'est les gynécos qui accouchent. C'était pas sûr que ce soit lui le jour de mon accouchement. Enfin, par exemple, quand c'est la nuit, bah, c'est le gynéco de garde. Si Ouais. c'est en journée, il est quand même appelé s'il est sur place pour venir. Mais là, du coup, il se trouve qu'il était sur place le jour de. Il était d'astreinte le jour de mon accouchement. Bah alors raconte l'accouchement. Comment il s'est déclenché, comment il s'est passé. Bah, du coup, j'avais pas de contraction. On était à quelques jours du terme et j'avais pas de contraction. Donc mon gynéco avait pas attendu la date du terme. Je sais pas trop pourquoi parce que mon bébé du coup était pas macrosome, il était pas plus gros que la normale et mon diabète était bien équilibré. Mais du coup quelques jours avant il m'avait programmé un rendez-vous et le tout dernier rendez-vous et il m'avait dit que si le col était favorable on ferait un décollement des membranes. Donc le col était favorable, il y avait une ouverture à 2, je crois. Et, euh, et du coup, il a fait le décollement des membranes qui m'a fait horriblement mal. Ah ouais. Et, euh, et du coup, je suis sortie du rendez-vous et j'ai même pas eu le temps. Mon copain est venu me chercher en voiture et j'ai même pas eu le temps d'arriver à la maison que déjà j'avais des contractions douloureuses. Euh, et quand même relativement rapprochées. Je sais pas, ça devait être entre 5 et 10 minutes, mais irrégulières par contre. Ouais, d'accord. Mais qui commençait à piquer. Et donc, je me rappelle que sur le forum, il y avait la théorie, le forum Rocky, il y avait la théorie des hamburgers. Et pour mettre aussi toutes les chances de mon côté, j'ai demandé à mon copain est-ce qu'on passe quand même au drive pour prendre un hamburger. Bon, ça, c'est la partie anecdotique et rigolote du récit. Et c'est l'hamburger que j'ai le moins savouré de toute ma vie parce que j'avais trop mal. Il était forcé. Oui, il faut savoir que sur ce forum, il y a eu beaucoup de théories qui se sont succédées les unes à la suite des autres. Et Vraiment que le les burger a hamburgers été. déclenchaient les accouchements. Et parce qu'en fait, si le décollement des membranes ne fonctionnait pas, il m'avait prévu un déclenchement à la fin de la semaine, le jour de mon terme, du coup. Ah oui, il voulait pas attendre à cause du Bah diabète oui, gestationnel? ça c'est le deuxième truc que j'ai pas compris non plus parce que je pense que si c'était à refaire, je j'irais peut-être un peu plus calmement et j'attendrais Hmm.
on peut surveiller si tout va bien par échographie quelques jours après le terme, donc je pense que j'irai. Mais bon, j'avais hâte d'accoucher quand même, mais j'aurais bien aimé, je voulais éviter le déclenchement si possible. Donc je rentre chez moi, ça fait mal. Mon copain, bon, on commence à préparer la valise. Au début, je me mets sur le ballon. J'arrive quand même à gérer comme il faut. Et puis on essaye de se reposer, mais j'arrive pas à dormir. Et j'essaye le bain, j'essaye le spasson. Enfin bref, toutes les techniques habituelles. Ça m'aide à gérer les contractions, mais quand même, ça devient de plus en plus compliqué. J'arrive pas à dormir, j'arrive pas à me reposer. Et je vire mon copain quand il me propose d'essayer des positions, des massages et tout, parce que je trouve pas une position confortable. Et voilà. Du coup, on décide d'appeler la maternité. Je crois que c'était vers 1h du matin, quelque chose comme ça, ou 2h. Et la maternité me dit: ah non, 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 c'est votre premier bébé, les contractions sont pas encore régulières. En plus, vous voulez un accouchement sans péridurale. Restez chez vous, attendez que les contractions passent en dessous de la barre des 5 minutes. Donc je passe toute la nuit comme ça, et vers 7h, 7-8h, là ça me fait vraiment mal, vraiment vraiment mal. Et on passe sous la barre des 5 minutes. Du coup on part à la maternité. Et à la maternité, on tombe sur une sage-femme adorable. Vous avez vraiment été extra. Et elle me fait le monito, elle mesure le col, et là, grosse déception, col à 2,5. Donc entre la veille où j'étais à 2, Ouais. une nuit entière de contraction, 2,5. Donc même pas au stade normalement où on passe en salle de travail. Et puis en fait, elle remesure quand même au moment d'une contraction, ça passe à un petit 3. Et donc elle me dit quand même qu'elle va me mettre en salle de travail, mais elle m'explique que c'était un faux travail sûrement et que ça peut donner ça, les décollements de membrane. Quand les contractions débutent tout de suite, c'est souvent un faux travail. Donc je passe en salle la salle nature est disponible. J'ai de la chance à ce moment-là, Chouette. c'est un moment assez calme. Après cette lettre de motivation. Voilà, c'est ça, tout ça pour ça. Et elle me fait couler un bain, enfin c'est génial. Et bon, je m'en rendrai compte à ce moment-là, a posteriori, qu'à ce moment-là, en fait, j'avais pas si mal que ça. On fait une photo avec mon copain, j'ai un grand sourire sur la photo. J'avais pas le grand sourire un petit peu plus tard. Mais là, je suis bien, on est d'attaque, c'est parti, on est lancé dans l'accouchement. On sait que quand on ressortira de là, ce sera avec un petit bébé en plus. Il m'accompagne bien, on met de la musique dans la salle, on prévient je crois qu'on prévient, non, je sais plus si on a prévenu nos familles, si on commence à prévenir quand même ma maman et mon papa que c'est lancé. Et après, je perds un peu le fil du temps. Je crois que je perds le bouchon muqueux en sortant de la baignoire. Après, on alterne entre du ballon, on s'allonge pour faire des monitos à plusieurs, régulièrement. Je me rappelle que la position allongée est super inconfortable. Ça amplifie les contractions. J'ai des contractions dans le dos. Mon copain est obligé de me masser très puissamment à chaque contraction. À un moment, il me rappelle, il me dit bon, je vais changer la musique qui est à la porte d'entrée. Et je lui dis non, 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 tu restes là. Ne t'éloigne pas. J'ai besoin de toi. Pour dire à quel point vraiment il a été hyper important dans la gestion de la douleur et l'aboutissement de l'accouchement. Et je me rappelle aussi d'une autre anecdote où la sage-femme me propose de mettre une bouillotte dans mon dos pour soulager un peu la douleur. Et je suis allongée entre les jambes de mon copain. En gros, il est allongé, moi je suis allongée par-dessus, et la bouillotte entre nous, du coup. Et lui, il me dit non, non, mais là, c'est pas possible, en fait, ça me brûle. Et donc, il se lève, et la bouillotte se décolle un peu de mon dos, et mon dos était tout brûlé, en fait. Ah ouais. C'était hyper rouge. Et toi, ça te faisait du bien? Et moi, ça me faisait du bien, je sentais pas du tout la douleur.
J'avais vraiment les contractions dans le dos. Chaque contraction était vraiment douloureuse. Je voyais sur le monito, quand on faisait les monitos, que les chiffres s'envolaient à chaque fois au niveau Ah ouais. du chiffre de contraction, la puissance de la contraction. Et voilà, mais je fais une contraction après l'autre et ça stagne en fait. L'ouverture du col stagne. C'est très lent. Et dans l'après-midi, donc on est arrivé vers 8 heures, je crois. Et dans l'après-midi, la sage-femme commence à me parler de la péridurale. Au début, pendant toute la journée, elle est hyper motivante. Elle me dit vous allez y arriver, on sent que ça vous tient à cœur. Elle fait des compliments aussi à mon copain en disant qu'il est bien impliqué, bien investi, etc. Que elle nous sent motivés. Enfin voilà, elle nous conforte un peu dans nos choix. Elle nous motive, ça me rassure moi en tout cas et ça me fait tenir aussi, ça m'aide à tenir. Mais quand même, elle voit que je me fatigue et que c'est long et que ça bouge plus. Je crois que je suis à 7, mais ça stagne un peu à 7 malgré le fait qu'elle ait rompu la poche des os, en espérant que ça fasse avancer les choses et au final ça amplifie encore plus la douleur mais ça fait pas vraiment avancer. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui se passent, je sais plus exactement dans quel ordre, mais on n'est pas dans une situation hyper favorable et elle commence un peu à se dire ok, on va peut-être aller vers la péridurale. Et toi, t'en es où Moi, c'est moralement? pas, ce serait une grosse déception. Ouais. D'autant plus en étant allée jusque-là je me dis maintenant je suis là, je vais jusqu'au bout. Ouais. Puis elle me dit bon, je vais faire venir votre gynéco. Donc le gynéco vient, il m'examine, il trouve un petit 8, donc après entre deux personnes ça peut varier un peu, donc il me fait toute une discussion où il me dit écoutez, vous faites comme vous voulez, vous pouvez continuer comme ça, mais pour moi c'est pas acceptable qu'une femme souffre autant. Que les femmes souffrent autant, toujours dans sa conception de l'accouchement plutôt pour le coup médicalisé, sans douleur. Pour lui, je suis toujours un petit peu faux-folle à vouloir un accouchement dans la douleur, quoi. Et donc il me dit, il s'excuse, il me dit qu'il va devoir partir parce qu'il a quelque chose à gérer au niveau familial, personnel. Et donc il s'en va. Et là, je sais pas, il y a eu un déclic dans mon corps ou dans ma tête. Et je me mets à hurler. J'ai dû dégoûter, je pense, faire peur à toutes les autres femmes qui accouchaient. J'ai une envie de pousser. Ah oui, dès qu'il part? Ça a été très vite en tout cas. Je crois qu'il est dans les 16h30, 16h45 peut-être. Enfin, ça a été vraiment. J'ai pas la conception du temps à ce moment-là, parce qu'on n'était plus du tout dans ça. Et même mon copain, il sait pas du tout quelle heure il était. Mais ça s'est vraiment enchaîné à ce moment-là. Les personnes sortaient, rentraient. Ça s'enchaînait. Et donc la sage-femme revient m'examiner. Et là, je suis à 10. Donc entre la sortie du gynéco et en fait entre le premier contrôle de la sage-femme où j'étais à 7 qui demande le gynéco qui me recontrôle à 8 et ensuite dès qu'il sort en fait elle revient et je suis à 10. Ça s'est débloqué d'un coup en fait alors que ça avait stagné toute la journée et que ça avait été très long. Donc j'ai très très mal, j'ai très très envie de pousser, j'ai l'impression que je dois aller aux toilettes. Donc mon copain est se sent assez démuni parce que je lui dis que je dois aller à la selle et donc il appelle quelqu'un, il appelle à ce moment-là justement, c'est pour ça que la sage-femme revient m'examiner tout de suite et donc non en fait c'est juste que c'est le bébé qui pousse à fond en bas. Là, je suis complètement confuse à ce moment-là. Donc, ils reviennent en fait, et c'est très rigolo, ça fait beaucoup rire mon copain qui le raconte à chaque fois. Le gynéco qui vient de sortir, il revient avec les 2 gants tout prêts et dit bon ben madame installez-vous, on vous accouche. Et moi je suis donc il me dit de m'allonger et moi j'aime pas du tout être allongée. Ça amplifie vraiment les contractions et je lui dis non mais je préfère me mettre sur le ballon parce que je suis pas du tout dans l'optique oui, la sortie en fait. de bébé quoi. Et il y a
une aide-soignante, je crois, qui me dit: «Non mais madame, en fait, vous avez pas compris, là, vous êtes en train, d'accoucher, il faut pousser. Sur le ballon, c'est pas possible.» Donc je m'allonge. Là, je suis dans la vraie phase de désespérance où je me dis: «Non, je vais jamais y arriver.» Je hurle que je vais pas y arriver, que c'est trop douloureux, que j'en peux plus, que ça va pas marcher et puis il m'installe, je pousse, 2 ou 3 fois, je crois, parce qu'en fait, j'avais déjà commencé à pousser, en fait, avant Ouais. sur, quand j'avais, l'impulsion pour pousser et donc en fait, le bébé arrive Élise arrive en 3 poussées et puis là, bah, c'est une énorme vague d'émotions, c'est le bonheur, c'est le soulagement, mon copain est en larmes aussi, on est tout émus tous les deux, enfin, on dit qu'elle est trop belle enfin voilà, c'est le bonheur. Tu la ressens, l'amour? Ouais, Mmh. ouais, 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 à ce moment-là, ouais, moi, directement? Tu reconnais ce bébé? ouais, je sais pas si je me l'étais pas, j'avais pas imaginé de visage, je crois, Mmh. mais c'est notre bébé, ouais. Mmh. C'est, en tout cas, on le découvre quand même, on découvre ses traits, mais l'amour, en tout cas, oui, pour moi, il est immédiat. Je sais que c'est pas le cas tout le temps, mais bon, je crois en fait que l'amour, il était déjà là Dès la grossesse. dès la grossesse, dès le test de grossesse en fait même. Et en fait, je me dis même avant la grossesse, euh, je, 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 je donnais déjà, j'éprouvais déjà de l'amour pour le bébé que j'aurais Ouais. avant même de tomber enceinte. En fait, dans tout le Mmh. parcours, dans tout le désir de grossesse, il y avait déjà beaucoup d'amour. Mais là, du coup, c'est l'amour immédiat pour le bébé que j'ai entre les bras et que je découvre. Ouais. Mm. Waouh! Ouais, ça a été assez puissant. La découverte de la maternité a été assez puissante et enfin, c'est un truc gigantesque dans ma vie, quoi. Ça, ça Ça a tout décime tout. chamboulé. Mmh. Mm. Mmh. Ouais. Je comprends. Et alors, du coup, tu restes, les 2 heures de surveillance, dans la salle nature et après tu Ouais. remontes en chambre et c'est parti pour le séjour? Parce qu'il est Oh. quelle heure là, à ce moment-là? Et elle est née à 17h. OK, Ouais. donc Et ben, on reste un petit peu dans la salle de naissance. Mon copain fait un peu du pot à pot. Il y a le pédiatre qui vient examiner Élise. On fait aussi la première tétée. Euh, et puis je vais aux toilettes sur mes pieds. C'est assez pratique c'est clair. parce qu'elles veulent que je vide absolument ma vessie avant que je monte en chambre. Mais du coup, ouais, je me rappelle elles étaient surprises que j'arrive à marcher juste après. J'ai les jambes quand même un peu flageolantes, mais Tu rien eu? Pas de voilà. déchirure, pas... Non, Chouette. j'ai eu beaucoup de chance, ouais. C'est Pas de cool ça. points, pas de déchirure, pas d'hémorragie. L'accouchement, vraiment, c'est pareil que la grossesse, ça a été un accouchement. Enfin, je pense que j'aurais pas pu rêver mieux. Ça aurait pu être plus rapide, mais Ouais. c'est vraiment un beau moment qu'on a passé tous les deux, tous les trois. Et, et puis, je suis contente que mon copain soit content aussi d'avoir pu être investi, impliqué, d'avoir Mmh. pu jouer un rôle vraiment et de pas juste se sentir impuissant à côté de moi. Parce que je crois que c'est ce qui lui faisait peur. Et donc après, on remonte en chambre, effectivement. Il y a ma famille qui a fait le trajet du coup pour venir nous voir. Ils ont fait 200 kilomètres pour venir nous voir. Ils attendaient que ça, de la rencontrer. Donc on passe un peu de temps avec eux. Tout de suite après? Ouais, mais honnêtement, ils nous ont posé la question. Et Ouais. ils nous ont demandé est-ce que vous préférez qu'on vienne ce soir, qu'on vienne demain. J'avais envie moi Ouais, de la présenter à ta ouais, de famille. la Mmh. présenter, qu'ils la voient le premier jour. Ça me faisait plaisir vraiment. Et puis ils n'ont pas Ouais. été du tout invasifs. Et voilà, ils sont pas restés très longtemps le premier soir. Ils ont juste fait sa connaissance et puis ensuite ils sont repartis.
Mais ça m'a fait plaisir. Et puis après, on commence notre petite vie à trois. Donc mon copain dort sur place. Et par contre, le séjour à la maternité, pour le coup, est très compliqué pour moi. Ah oui? Parce que c'est du point de vue de l'allaitement, j'ai pas du tout de montée de lait. Élise va perdre du poids, trop de poids, trop vite. Et du coup, elle peut pas en reprendre puisque j'ai pas ma montée de lait. Donc au début, ils mettent le DAL, là, le dispositif d'aide à la lactation avec la petite seringue on fait téter le bébé avec une seringue qu'on met en même temps au sein. Je sais pas si Oui. tu vois. Ouais. Oui, avec le petit tuyau que Le tu as petit tuyau au sein exactement pour que qu'on accroche ouais. sur le sein et tête. Donc ça, je suis pas contre parce que ça lui permet de reprendre du poids et en même temps de pas faire foirer l'allaitement. Ouais, de Euh, stimuler. mais en fait, ça, ils le font peut-être 12 heures et après, en gros, ils me forcent à mettre des biberons. Ah oui? Ils te Ouais. demandent pas ton avis? Bon, ils m'en parlent, je pleure, je suis dans la chute d'hormones, Mmh. ça va pas du tout, et ils me culpabilisent énormément. Ils me disent non mais là en fait, madame, vous êtes en train de penser à vous, vous n'êtes pas en train de penser à votre bébé. Votre bébé a besoin de biberons, il faut lui donner des biberons, voilà, faut penser à elle quoi. Donc ça empire tout le truc. Ah bah oui, j'imagine, ouais. Et en fait, en étant du coup en médecine, auprès de certaines patientes qui accouchent, j'ai d'autres échos de cette clinique où au niveau de l'allaitement, l'accompagnement est vraiment pourri de chez pourri quoi. Je Mmh. pense qu'ils ont fait foirer pas mal d'allaitements. Et puis en parallèle, c'est un rythme infernal parce que du coup, il faut que je réveille Élise du coup toutes les 2 heures pour la faire téter au sein pour stimuler. Ensuite, il faut que je parte à la nurserie, que moi je tire mon lait et que mon copain donne le biberon. Et ensuite, on rentre du coup se coucher. Et Parce 2 heures après le début le moment où je l'ai réveillée, donc là on a déjà passé un certain temps, oui, faut que je la réveille pour. parce que ils te prêtent pas un tire-lait, faut que tu ailles à la nurserie pour tirer ton lait? Ouais, ça je me suis même pas. Je pensais que c'était comme ça tout le temps. Ah bah alors, pour le coup, moi j'ai eu besoin d'un tire-lait aussi. Bah, ils m'en ont pas prêté un non plus, j'ai dû aller louer, hein. Ouais. Mais c'était dans ma chambre. En- OK. Non, ouais. d'accord, Nous, OK. on en a loué un pour la maison, mais par contre, à la clinique, à la maternité, c'était à la nurserie, effectivement. Et ils C'est une préparaient. sacrée expédition quand même pour les premiers jours, Ouais, postpartum, franchement, on est épuisé, on peut pas dormir. Il y a même des moments, la première nuit ou la deuxième nuit, où Élise se réveille pas quand elle se réveille pas. En fait, faut que je la réveille et moi je la stimule doucement et elle se réveille pas. Elle a pas faim quoi. Enfin, elle veut Elle pas. dort. Et j'appelle la nurserie et ils me disent non 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 mais il faut que vous la réveillez donc déshabillez-la et mettez-lui un coton d'eau froide sur les fesses. Ah oui! Il faut qu'elle se réveille, il faut qu'elle tète. Donc honnêtement, j'avais pas le cran de me comporter différemment parce que c'était ma première grossesse, mon premier bébé, que j'y connaissais rien, que je me laissais guider. Mais pour un deuxième bébé, je ferais très différemment et je m'imposerais beaucoup plus. On est très vulnérable en premier jour Ouais, postpartum aussi, hein. ouais. Faut pas l'oublier, hein. Et on a envie plutôt qu'on nous rassure. En fait, je pense que ça a été aussi un cercle vicieux et que ma montée de lait, parce que la montée de lait en général c'est plutôt au deuxième, troisième jour, donc le premier, deuxième jour c'est normal que, enfin voilà, en tout cas c'est pas anormal que j'ai pas eu de montée de lait et je pense que ça s'est bloqué du fait de leur comportement encore Mmh. plus. Du stress qu'il te donnait. Mm. Et c'est au moment où on est rentré à la maison. Alors du coup, on est resté un peu plus longtemps pour surveiller son poids. On est resté 5 jours à la maternité. Ça m'a semblé interminable. Et quand on est rentré, j'ai eu ma montée de lait et l'allaitement a pu se mettre en place. Mais la maternité, vraiment, c'était. 0 c'est- pointé niveau accompagnement. Ouais, Ouais, vraiment, vraiment zéro pointé et culpabilisation maximale. c'est Et incroyable ça. du coup, j'étais. Alors par contre, les sages-femmes étaient géniales au niveau suivi vraiment postpartum en soi. Mais par contre, les puéricultrices et même la puéricultrice spécialisée dans l'allaitement,
vraiment nuls, quoi. Enfin, Ils avaient une puéricultrice spécialisée ouais, dans l'allaitement oui. et ils faisaient tout ça. Ouais, mais alors elle était pas très disponible et puis surtout, elle a pas hésité à mettre les biberons. Je ne comprends pas. Il y a des choses qui restent vraiment, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Je pense que le DAL, Mm. c'était trop trop chronophage pour les équipes, à mon avis, Ouais. parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui tienne. Bon, après, on aurait pu apprendre, hein, mais au début, en tout cas, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui tienne la seringue, etc., qui nous montre et donc, non, très, très mauvais souvenir du séjour à la maternité par rapport Ça a à été l'année. mieux en rentrant? Bah, en rentrant, du coup, ça s'est mis en place doucement. Après, les premiers mois, c'est pas forcément facile. Élise était un petit bébé qui se laissait pas trop poser, qui avait beaucoup besoin des bras, qui dormait très peu. C'était plutôt des micro-siestes que Mm. des vraies siestes. Ça a été tant qu'on était à 3, on a commencé à trouver un petit peu un rythme les 2 premières semaines avec le congé paternité. À l'époque, c'était que du coup 11 jours. Et au moment où il a dû repartir au travail, j'ai été un peu déséquilibrée et déstabilisée de me retrouver avec ce petit bébé qui pleurait beaucoup, que je devais tenir toujours dans les bras. Et j'étais prête à ne pas dormir la nuit. Finalement, le sommeil la nuit, c'est pas ce qui m'a le plus pesé parce que je m'y étais préparée. Mais Ouais. par contre, je pensais que j'aurais eu des moments dans la journée pour me poser et dormir en même temps qu'elle ou quoi. Ah oui. Oui, mais vu qu'elle faisait des micro-siestes, ça marchait pas. Ouais, c'est ça. Mm. J'avais jamais mes deux bras pour moi, pratiquement jamais. Ouais. Et puis il fallait beaucoup marcher, des fois juste en m'asseyant, elle se réveillait, donc on était beaucoup debout. Et puis on a eu beaucoup de visites aussi parce que comme on n'a pas grand monde sur place, les gens venaient sur plusieurs jours. Chez vous? Donc ouais, et du coup Ah oui. il fallait, ça nous faisait plaisir en soi, mais il fallait bah, faire un peu toute la gestion des courses, Logistique? du Ouais. ménage, Mm. ouais, logistique, des repas, des sorties Mm. pour leur montrer un peu la ville. Enfin, du coup, ça n'avait pas été vraiment reposant et on a peu eu, pas assez à mon goût en tout cas, le petit cocon à 3 que j'aurais aimé Ouais. qu'on se constitue Mm. au début, où on pouvait juste ne rien faire et se reposer. Mais Mais on ils découvre, vous aidaient pas quand ils étaient là? si ça dépend un peu lesquels, mais Mm, ouais. si, c'était pas, mais c'était pas pareil que d'être juste tous Oui, les bien sûr. trois, à Mm. pouvoir laisser la maison un peu en bordel parce qu'on s'en fiche un peu du bordel Ouais. juste après l'accouchement. Euh, voilà, on n'a pas eu quand même ce repos vraiment réparateur et ça Ouais. s'enchaînait assez souvent en fait. On avait peu de phases juste tous les trois. Globalement, tu le vis comment le quatrième trimestre, donc les 3 premiers mois postpartum, à part toutes ces visites Globalement, franchement, ça va quand même. Ouais. C'était compliqué comme je pense la plupart des nouveau-nés, mais on n'a pas eu non plus un bébé ultra difficile. Euh, C'était voilà, ce qui m'a le plus surpris, c'était de pas avoir d'être tout le temps, de devoir tout le temps l'avoir avec nous dans la journée surtout, parce que la nuit, au final, elle était juste à côté de nous, je me réveillais pour l'allaiter, je somnolais à moitié quand elle avait fini, je la reposais et ça se faisait, et voilà, ça s'est bien fait. Mais plus les endormissements en journée, où je m'attendais à avoir un peu plus de temps, donc c'était ça. Mais progressivement, on s'est adapté, on a appris. J'ai un papa, enfin le papa d'Élise est hyper impliqué et j'ai de la chance aussi de l'avoir, donc ça s'est mis en place tout doucement, Ouais. progressivement. Tu reprends le travail quand? Je prends un congé parental jusqu'aux 5 mois d'Élise et du coup je reprends à 5 mois, vraiment à contre-cœur. Pareil, l'allaitement c'était quelque chose qui était très important pour moi. Alors j'ai pu le faire pendant 5 mois, ce qui est déjà super et super que ça ne se soit pas soldé par un échec du fait du séjour en maternité. Mais, euh, mais ça me crève un peu le cœur d'arrêter l'allaitement parce que je suis je sais qu'on peut faire du tiers allaitement, etc. Mais c'était pas mon truc. L'allaitement, le côté important,
enfin, c'était important pour moi l'allaitement plutôt pour le côté fusionnel, Mhm. charnel, Ouais. câlin. Enfin, voilà, c'était plus ça qui m'importait. Euh, et c'est une charge mentale trop importante. Je l'ai fait pendant quelques temps, le tir-allaitement, mais gérer le tire-lait, qui m'enlevait un peu des moments finalement avec ma fille ou des moments de plaisir avec ma fille. Lavage, de stockage, des biberons, des congélations. Oui, qui est particulièrement contraignant, le stockage et Ouais, le, bon, le stockage, tant pis. ouais, J'ai plus l'autre mot. Du lait maternel, ouais. c'est contraignant Du et coup, le peu que j'ai fait dans la période où j'étais encore avec elle, ça m'a pas vraiment donné envie de continuer. Donc, je savais qu'on diminuerait progressivement et naturellement l'allaitement. Mais oui, ça se faisait un petit peu à contre-cœur. ouais. Et donc, et puis le fait de se séparer d'elle, parce que pendant 5 mois, pour le coup, on était tout le temps ensemble. J'ai dû la laisser un mois avant, 2 heures à mon copain en plus, pas à une nounou, pour commencer à m'en séparer un petit peu, à m'en détacher un petit peu. Ah Mais, oui, ouais, tu t'es mais fait sinon, une sacrée c'était... adaptation, Ouais, autant c'est ça. pour elle que pour toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et finalement, j'ai tellement pleuré le mois avant de m'en séparer que bon, ça m'a permis de me préparer. Et le jour de la fin du congé maternité, de la reprise du travail, ça a été. Et finalement, ça m'a fait du bien de reprendre un petit peu ma vie en autonomie, euh, voilà, de reprendre un peu le cours des choses. Et je savourais d'autant plus les moments où je la retrouvais. Ce qui a été angoissant aussi, c'est qu'elle refusait les biberons complètement. On a essayé de toutes les façons, avec des biberons différents, des tétines différentes, dans des positions différentes, avant ou après la tétée, avec moi ou avec le papa, en lisant un livre, en écoutant des comptines, à la cuillère, à la seringue, on a tout essayé, on était désespérés, parce que je me disais, non seulement il faut que je m'en sépare, mais en plus, elle va avoir faim, quoi. Elle Ouais. refusera de manger. Et puis la pédiatre m'a rassurée. Au début, elle prenait effectivement pas grand-chose chez la nounou. Mais finalement, elle a vite compris que j'étais pas là. En fait, elle a juste profité tant que j'étais là de pouvoir prendre le sein. Et puis après, elle s'est pas laissée mourir de faim du tout. Et ça s'est fait. Mais ça a été une angoisse de plus avant la reprise. Ouais. Parce que là, tu reprenais, t'étais encore interne? J'étais encore interne, ouais. Mm. Ok. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, tu faisais une reprise avec un boulot qui est vraiment prenant. Et alors, je sais plus si c'est un mémoire ou une thèse à la Ouais, fin. je préparais. Alors, à ce moment-là, je sais pas je devais avoir le sujet, mais j'étais pas encore très avancée dans la thèse. Bah, ça avait été mis en stand-by. Je m'étais dit que j'avancerais la thèse pendant le congé maternité, mais pas du tout. Avant Autre chose l'accouchement, à on faire. profite des Ouais. préparatifs pour des achats, etc. Pour le bébé, enfin, de préparer sa chambre. Ouais, t'as Et autre chose en après tête. l'accouchement, on profite du bébé et pas du tout de faire la thèse. Donc c'était voilà, ça a été mis plutôt entre parenthèses, mais j'ai repris un petit peu après, quelques mois plus tard. Euh, et là, j'ai redémarré dans le service de soins palliatifs où j'étais pendant mon congé maternité pendant 2 mois et ensuite j'ai enchaîné sur un autre stage qui était mon dernier stage après. Comment tu vis tout ça, tous ces trucs en même temps? Parce que c'est pas rien non plus, cette fin d'études. Oui, maintenant j'en garde, enfin voilà, ça m'a pas tant marqué que ça. Euh, mais malgré tout, c'est plusieurs choses à gérer en même temps, la vie de famille, la vie d'étudiante, de médecin, presque médecin, la vie effectivement de doctorante qui doit préparer sa thèse. Ça s'est fait, mais peut-être que j'aurais un peu plus profité de mon bébé. C'est peut-être ça mon regret, de me dire que si j'avais été dans une autre situation, au final, j'aurais peut-être pu en profiter un petit peu plus. Mais je crois que j'ai quand même été assez présente Ouais. pour mon bébé. J'ai fait le maximum et de toute façon, c'était ma priorité. Ça a toujours été ma priorité. Bah, si toi tu l'as bien vécu, c'est le seul Mm. truc qui compte, je trouve, moi. Ouais. Donc aujourd'hui, Elise, elle a 2 ans et demi. Ouais. Et alors, la petite enfance, globalement, tu kiffes ou t'as un peu hâte qu'elle grandisse quand même?
Je kiffe. Tu Franchement, kiffes. les 2 ans, là, c'est... Alors, plus elle grandit, à chaque fois qu'on la voyait, en fait, à chaque étape, on disait, ah, mais c'est génial. Enfin, elle est géniale, c'est de mieux en mieux. Enfin, chaque moment en avançant, c'est même pas qu'avant c'était pas bien, c'est juste que à chaque chose qu'on découvrait, on est émerveillés en fait, on continue à être émerveillés tous les deux à chaque fois qu'on la regarde, on se dit bah, mais enfin ça fait très orgueilleux etc. Mais Je suis on l'aime pareil, alors je vraiment, dirais rien. ouais, vraiment on la regarde et on se dit c'est un trésor dans nos vies quoi. Enfin c'est une petite boule d'amour, c'est une petite boule d'énergie. Elle nous rend vraiment hyper heureux, hyper fiers. Elle nous fait rire. Euh, elle nous rend, enfin, on est fan quoi. On est fan de notre petite fille et depuis les 2 ans, c'est vrai que c'est un âge on kiffe à fond. Ah oui? Il y a plein d'interactions. Elle nous sort des trucs. C'est drôle de voir ce qu'elle retient de ce qu'on dit, nos expressions, ou ce qu'elle retient de ses journées, ce qu'elle mémorise. Enfin, c'est vraiment c'est un grand bonheur et je m'épanouis vraiment à fond dans ma maternité. En fait, j'ai enfin l'impression d'être vraiment à ma place et d'être dans. C'était pas moins bien que ce que j'avais espéré. C'était Ouais, c'est ce que j'allais te encore demander. mieux, quoi. C'est, Pourtant, c'était à la hauteur je pense de que j'avais l'espérance. vraiment idéalisé, je pensais avoir vraiment idéalisé la maternité Mm. parce que c'était vraiment un rêve presque de petite fille. Et, et non, avec Élise, c'est aussi bien, voire mieux, quoi. Enfin, c'est plein d'amour et plein de joie tous les jours, à chaque instant. Même si, bon, il y a pas que des points positifs, mais il y a il y a des moments où on perd patience, il y a de la fatigue, il y a des crises. La Mais vie, quoi. voilà, la vie. Mais si on prend dans la globalité, Tu voilà, kiffes. c'est un amour qui est fou, Mm. quoi, qui est C'est génial à immense. entendre. Mm. Et je te vois, moi les autres ne te verront pas, mais je vois ton visage et t'as les yeux qui pétillent, t'as le visage Ouais, tout éclairé. c'est ça. Bon, bah, j'allais te demander comment t'allais toi aujourd'hui, mais je crois que t'as répondu à cette question. Ça a l'air d'aller Oui. plutôt bien. Bah, disons que dans ma maternité, tout va bien. Dans ma famille, dans le cocon qu'on s'est créé maintenant, pour le coup, avec mon copain et puis Élise, euh, franchement, c'est le bonheur. Euh, Ailleurs, c'est un peu différent. Ailleurs, c'est moins catégorique. Il y a beaucoup de questionnements par rapport au parcours justement médical, de médecin, enfin mon Ton parcours métier. d'études et Mm. professionnel, quoi. Ouais. Mm. Je me dis que ça a sacrifié beaucoup de choses. Je suis pas sûre que ça en évalue vraiment la peine. Et je suis pas sûre que ce soit ce qui me remplisse le plus. J'ai l'impression en fait d'avoir perdu beaucoup de choses avec la médecine, au niveau amitié, au niveau même loisirs, passion, Mm. des choses qui vraiment me nourrissaient et que j'ai plus. Et donc j'ai l'impression de m'être un petit peu égarée dans tout ça. Et je pense que ma vie aurait été bien différente sans ça et pas forcément moins heureuse. Après, bah du coup, maintenant, euh, maintenant j'ai fini mes études, donc je fais avec. Mais ça, par contre, ça guide beaucoup mes choix professionnels. Donc là, je suis pas encore installée et mon critère numéro un, c'est que ma famille pâtisse pas de mon travail. Ouais. Donc de faire des choix qui vont être en accord avec ça et qui vont me laisser du temps à la fois pour eux, pour, euh, pour mon copain, pour Élise, pour les futurs enfants, et puis pour moi aussi, pour arriver à reprendre des activités qui m'enrichissent et qui me font Ouais. grandir euh, plutôt que plutôt que la médecine qui nous laisse un peu dans un carcan, qui est très chronophage et très énergivore aussi. Et
Donc on verra ce que ça donne. Ouais, plein de projets et plein d'incertitudes en même temps. Ouais, c'est ça. Eh ben. Eh ben, il me reste plus qu'à me poser ma dernière question rituelle. Si tu pouvais changer une seule chose de notre société, ça serait quoi? Alors, je me suis beaucoup posé la question depuis que je sais que tu poses cette question dans ce podcast. Et j'étais déçue par ma réponse. Je me disais que c'était trop superficiel et peut-être trop que ça faisait trop réponse de riches entre guillemets, enfin de personnes qui a pas de Il n'y a soucis, pas de mauvaise réponse qui à a cette pas de soucis dans question. sa vie. Mais je revenais toujours quand même sur cette même réponse. Donc je me suis posé la question de pourquoi. En fait, ce que je changerais, je pense, c'est la place des écrans et des réseaux sociaux, d'internet, enfin des technologies globalement dans notre vie. Et alors pas pas dans l'idée du zéro écran, même si c'est quelque chose que j'essaye de respecter aussi au plus près pour ma fille, mais plutôt dans mon rapport à moi, aux écrans, à Internet, à tout ça. Et en fait, je pense que c'est cette réponse-là parce que ça impacte plein d'autres choses en fait. Alors, ça me prend beaucoup de temps et des fois en fait, je me vois sur mon portable à passer du temps sur mon portable à côté de ma fille, alors qu'il y aurait des choses à vivre avec elle plutôt. Même si pareil, j'essaye d'éviter, mais ça lui est arrivé de me dire maman éteins ton téléphone et ça fait un peu. Là tu te Ça dis que pique t'as un quand peu? même loupé un petit truc au passage. Mais même ça changerait plein de choses au niveau violence, la place des réseaux sociaux à l'adolescence, le harcèlement, le même l'aspect écologique, le monde qui dégringole un petit peu. Je trouve que c'est aussi un petit peu à cause de ça. Je trouve qu'on perd un peu l'authenticité de la vie avec pas mal de choses dans ce milieu-là. Donc c'est quelque chose en tout cas que j'essaye de travailler moi, de me rapprocher de choses plus authentiques et plutôt que d'être coincée sur des écrans, petits ou grands, et qu'il y a des choses plus jolies à vivre en fait hors des écrans, hors de ce monde-là, dans la vraie vie, près de ma famille. Et pareil, je pense que ça m'a empêché de développer des choses que j'aurais pu développer et que ça a participé à m'éloigner de pas mal de choses importantes dans ma vie. Donc, Tu supprimerais Internet? pas supprimer, mais mieux contrôler, le faire Ouais. passer un peu au second plan. Non, il y a des avantages à tout ça. Hein. Je vivrais pas sans téléphone et sans Internet, mais c'est un monde un peu hostile, je trouve, et Ça a des très mauvais côtés, comme ça en a un des peu très bons, dangereux. ouais, c'est clair, je suis Ouais. D'ailleurs, d'accord. ça m'inquiète un peu pour quand elle sera adolescente, enfin quand elle va grandir. Et puis c'est un monde où on se perd un peu et où on peut vite faire fausse route. Enfin voilà, du coup ça m'a questionné beaucoup et je pense que je travaille un peu sur la réponse encore, mais c'est ce qui m'est venu. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui a un impact beaucoup plus large en fait que juste la place des écrans en soi bêtement. Et que ça résoudrait pas mal de problèmes C'est plus sûr que ça a globaux. modifié notre rapport aux autres, hein. Notre rapport aux autres, ouais, voilà, c'est ça. Hein. Dans le sens familial, effectivement, comme tu disais, dans le fait d'être devant les écrans au lieu d'être ensemble, ou enfin, même si moi je pense personnellement qu'il y a d'autres façons d'être ensemble, mais bref, c'est pas le débat, mais aussi dans la façon d'être avec les autres de manière globale en tant que civilisation, je sais pas, c'est pas le bon Oui, mot, mais c'est ça. ouais, je crois savoir ce que tu veux dire. Il y a plein d'impacts différents, mais par exemple, on va plus facilement envoyer un message à quelqu'un même qui habite pas forcément très loin, plutôt que de provoquer une rencontre. Et si on n'avait pas, en fait,
autant de moyens, bah peut-être, enfin en tout cas moi, peut-être que j'aurais plutôt provoqué des rencontres réelles. Je pense qu'à l'adolescence, ce serait passé bien différemment aussi, parce que j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux et enfin, il y a beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de violence et que c'est un monde assez dangereux et que c'est difficile d'en garder juste le positif. Et donc, je travaillerai un petit peu plus sur ça, peut-être, pour en garder que le positif et éviter tous les désagréments. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Caroline. Mais de rien, merci de m'avoir invitée. Avec très très grand plaisir, comme je le disais au début. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Devoir faire le deuil d'une grossesse spontanée est une étape difficile et nous ne sommes pas assez préparés à cette possibilité. À mon sens, nous ne sommes même pas assez sensibilisés au fait que cela puisse prendre du temps sans qu'il n'y ait rien de pathologique derrière cette attente. Je t'attends sur mon Instagram Première Couche Podcast pour discuter de cet épisode. En attendant, si tu veux m'aider à développer ce podcast, tu peux me laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast ainsi qu'un commentaire, ça m'aiderait vraiment. Mais surtout, tu peux partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!